Bonjour, dans l'espace des cultures Louisiana TV, le rendez-vous aujourd'hui, je reçois deux artistes aux multiples casquettes. Alvi Bitemo, chanteuse et comédienne, ainsi que Guy Alexandre Sounda, qui est comédien, écrivain, metteur en scène et conteur. Bonjour Alvi, bonjour Guy Alexandre. Pour commencer, est-ce que vous vous connaissez? Vous vous êtes déjà rencontrés? On s'est déjà rencontrés, oui. On n'a pas encore travaillé ensemble, mais on s'est déjà vu, on se connaît un peu. Moi, je le connais pas mal parce que c'est l'aîné, pour moi, l'aîné de la scène. Donc, les jeunes connaissent plus les aînés que les aînés connaissent les jeunes. Souvent. Et Guy Alexandre, pour un prochain projet? Non, mais je suis très près ce qu'elle fait, puis après on s'est déjà vu une fois, puis on a quand même pas mal discuté, puis voilà, ce qu'elle fait, c'est très bien, j'aime bien. Voilà. Mais justement, l'actualité pour elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rentre des Antilles. Elle a passé 2 semaines aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique, avec le spectacle Erzuli Dahomey, déesse de l'amour, qui est un spectacle mis en scène par Nelson Raphaël Madel, d'après le texte de Jean-René Lemoine, et Alvi, la Martinique, la Guadeloupe et Erzuli. Ça a été comment? Alors, Erzuli a été bien accueilli là-bas, puisque de toutes les façons, dans l'histoire, quand on regarde, que ce soit les îles, que ce soit le grand continent, tout le monde se retrouve. C'est l'histoire universelle à un moment qu'on rencontre là-dedans. Et donc, la Martinique ou la Guadeloupe, ça a été un plaisir d'y aller, c'était un plaisir de rencontrer du monde, de faire découvrir ce spectacle-là là-bas. Parce que quand on voit l'auteur, il est des îles, le metteur en scène vient des îles, alors c'était quand même important d'emmener ce spectacle là-bas, de montrer ce travail là-bas. Et pour moi qui n'avais jamais visité le Caraïbe, c'était une belle surprise. C'était une grosse découverte. Oui, c'était une découverte, c'était une très bonne découverte. Et il y a eu des moments où ça a été un peu difficile, dans le sens où, par exemple, en Guadeloupe, on a joué au Memorial Act. Et on s'était interdit, par exemple, de ne pas aller visiter le musée avant de jouer. Effectivement, on a eu raison de faire ça, parce qu'après avoir visité le musée, toute la joie qu'on avait, tout ce qui nous habitait, on a été cassé parce qu'on nous ramène dans l'histoire. Le souvenir de l'esclavage. De l'esclavage, tout ça. Mais c'est bien, l'histoire reste comme ça, on n'oublie pas. Est-ce qu'il y a une différence quand on joue Félicité, ton rôle au Théâtre 13 ou en Guadeloupe? Il y a une différence où c'est le même personnage, tu rentres? Alors, c'est le même personnage, parce que de toutes les façons, Jean-René Lemoine a écrit ce personnage pour que ce soit joué partout pareil. Peut-être pas pareil, mais en tout cas que la mise en scène que Nelson Mandela a fait, que ce soit la même partout. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on joue à Paris et au Théâtre 13, les retours ne sont pas les mêmes. L'énergie dans la salle n'est pas le même parce que c'est pas le même public, c'est pas le même point de vue, c'est pas les mêmes endroits où on rigole, où on se frustre, où on pleure. Et que là-bas on arrive, on est dans une salle où on retrouve beaucoup de monde qui se retrouve dans l'histoire aussi et dans les Caraïbes, on sait tous avec l'histoire de l'esclavage et tout ça, et que dans Erzuli, il y a un moment où Erzuli, qui est aujourd'hui on appelle ça la mythologie du vaudou et tout ça, mais qui a existé et tout ça, et donc là-bas, Erzuli Dahomey, c'est quand même une déesse qui est respectée, c'est une déesse d'amour. Alors là, trouver Erzuli dans ce spectacle, ça a été assez émouvant, peut-être pas pour les jeunes, mais pour les plus âgés. À la fin du spectacle, c'était ils venaient nous voir, d'autres avec les larmes aux yeux, d'autres avec un rire fou, parce que moi quand je rentre sur scène, c'est quand même assez tapageuse. Mais bon, voilà, c'était assez agréable. Guy Alexandre, malheureusement, n'a pas encore vu le spectacle, mais pour la prochaine représentation, il faut penser à aller, parce que j'ai vu le spectacle, il est simplement magnifique, et puis il te touche exactement comme ton roman Confession d'une sardine sans tête, paru aux éditions Sur le Fil. Malgré ta grande expérience reconnue, c'est ton premier roman. Oui, c'est mon premier. C'est mon premier bébé. C'est mon premier bébé. Et la sardine sans tête en question, c'est
Fabius Mortimer Bartosa. Ouais. Et à travers ton roman, c'est la vie de ce personnage, présent, passé et projection dans le futur, mais on erre également dans ses hallucinations. Ben, on va dire, c'est un personnage torturé. Ben, on va dire que c'est avant tout comme, justement, elle parlait de théâtre, de pièces. Enfin, disons que par rapport à ce personnage, c'est plus un personnage de théâtre. Voilà, c'est plus un personnage. Non, mais pas de théâtre, mais plus vraiment un personnage. Le roman, il est construit autour de ce personnage-là, vous voyez, parce que c'est moins que l'histoire. Moi, c'est pas tellement l'histoire qui, pour moi en tout cas, par rapport à ma démarche d'écrivain, voilà, c'est pas tellement l'histoire qui m'a intéressé. C'est plutôt c'est pas l'histoire qui m'a, c'est plutôt le personnage qui m'a intéressé, voilà. Parce que à partir du personnage, je pouvais très bien partir sur toutes les directions possibles. Voilà. Et donc, j'ai tapé sur l'immigration, j'ai tapé sur les guerres, j'ai tapé sur la solitude qu'on éprouve tous autant que nous sommes ici. Loin de loin de chez soi, quand on vient de chez soi, et aussi quelque part le sentiment qu'on a quand on se retrouve dans une foule d'être de jaune, de rouge, et qu'on se dit, mais tiens, il y a personne qui m'appelle. Tu sais qui? Il n'y a rien là. Alors, tu es seul au milieu d'une foule. C'est une vraie solitude qu'on va contre. Parce qu'à Brazza, forcément, quelqu'un, alors tu vas où, tout ça? Mais même à Paris, moi je vis à Paris, tu vois, même dans mon quartier, il n'y a personne qui m'appelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, justement, il fallait. Donc, je suis parti de tous ces thèmes-là pour construire quelque chose, oui, quelqu'un, une énergie qui puisse parler aussi aux gens d'ici et aux gens de là-bas. Aux gens, quand je parle des gens de là-bas, c'est que les gens qui vivent en Afrique, qui vivent au Congo-Brazzaville, par rapport aux guerres, par rapport aux complexités qu'ils vivent au quotidien. Voilà. Donc, en sachant que j'ai mis en exergue un petit peu la guerre. Mais la guerre qui est vraiment un élément, pas majeur, mais vraiment mineur dans l'histoire. Voilà. Ce qui est important, c'est ce qu'on peut vivre quand on a commis un forfait. Est-ce qu'on a rédemption ou est-ce qu'on peut se pardonner à soi-même et à soi-même? Est-ce qu'on peut attendre le pardon d'un tiers avant de se mais voilà. On a l'impression que le personnage n'est pas pardonné, puisque dans ses délires, dans ses hallucinations, il y a une de ses victimes qui revient, pour le mettre en face de ce qu'il a, ou lui poser des questions du genre, pourquoi m'as-tu tué alors que je t'avais supplié? Il faut, quand on replace un petit peu, l'histoire dans son contexte, c'est que Fabius Mortimer Bartosa, c'est un ancien guerrier, c'est un ex-seigneur de guerre. Voilà, il a régné pendant la guerre, puis pendant un an, 6 mois, tout ça, c'était vraiment le plus beau, le plus, tout ça. Bon. Et donc, pendant ce temps-là, eh bien, il a eu tous les pouvoirs sur les autres, en tout cas qui étaient plus faibles que lui. Vous voyez, donc il a tué. Donc à son compteur, il a 67 personnes qu'il a tuées. Voilà, dans une salle de classe, il a massacré. Et là, ça renvoie un petit peu à ce que nous avons comme histoire commune. Vous voyez, la guerre qui s'est passée au Congo-Brazzaville. Voilà. Donc ce monsieur-là, il pense, en tout cas, il a pensé une seule fois. Non, il dit, il suffit que je m'en aille d'ici pour que je change. Donc changer le décor, c'est changer de vie. Et je savais très bien que c'est faux. Donc le monsieur, il est arrivé en France avec un faux passeport. Français. Oui, un faux passeport français. Donc il est arrivé après avoir assassiné un journaliste français qui était noir, qui avait la même barbe, le même nez, s'il vous plaît. Voilà. Donc le même nez, il arrive, il est amusé. Il a galéré pour faire pousser la barbe. Parce qu'après dans le roman, il dit que c'est dur parce que les poils, ils faisaient qu'à leur tête. Donc du coup, il arrive ici, et là il se rend compte que non, les choses ne sont pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien changer de continuum, mais les problèmes restent. Sa tête, on la change pas. Et donc, c'est son problème à lui. C'est justement que pendant des années, parce que le mec, il a 60 ans, et pendant 30 ans, il a essayé de se fixer un point. Le point, pour lui, c'est son anniversaire. Son 30e anniversaire. Chaque fois, il a voulu changer de page. Mais chaque fois, la page, elle a refusé d'être tournée. Donc, voilà le problème. Donc, du coup, il lui refait la même chose. Et donc, il se retrouve devant lui-même.
Et lui-même qui n'arrive pas à pardonner d'ailleurs, lui-même qui n'arrive pas, lui-même, c'est la plus grande guerre, ce n'est pas de tuer l'autre. La plus grande guerre, c'est de se pardonner à soi-même. C'est se pardonner à soi-même. Et ça, ce n'est pas évident. Et donc le monsieur, en fait, il se retrouve dans ce contexte-là, et du coup, ajouter à cela les péripéties de l'immigration, les difficultés d'emploi, les papiers qu'on n'arrive toujours pas à trouver, il faut faire des acrobaties, il faut faire ceci. Et ça fait que ça crée un mélange qui parle aux autres. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Oui, mais après, quand il se retrouve dans ce mélange, il ne dit pas au revoir à la violence. Il continue à perpétrer la violence tout en étant immigré. C'est sa façon d'exister, sa façon d'exister. C'est comme le chien qui aboie. Vous savez, le chien qui aboie, il a peur. C'est pas parce que le chien, forcément, il n'est pas forcément méchant. C'est parce qu'il a peur qu'il aboie, qu'il mord. Donc c'est un petit peu ça, lui. Il se retrouve dans cet environnement, il est en insécurité. Et il croit que la meilleure façon, c'est de répliquer, c'est de mordre en fait. Et il a mordu, il a mordu, il a mordu, il a mordu. Sauf que ça crée un boucle entre ce qu'il avait été autrefois et ce qu'il est devenu ici à Paris. Et ça, voilà, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est un petit peu donc. Et dans le livre, on se rend compte que si on peut revenir, c'est son passé qui, d'une certaine façon, a influencé ce comportement, puisque son père est assassiné et sa mère devient folle quelques temps plus tard, et il se retrouve seul, abandonné. Oui, mais ça c'est un petit peu, du coup, je pense que les gens de ma génération, enfin quand je parle de ma génération, parce que quand même, ça fait des années que je traîne ma petite bosse, mais je veux dire qu'autrefois, vous savez, il y a, donc je l'ai un peu donné de moi sur ce coup-là, c'est-à-dire que c'était l'époque où, vous savez, vers 17h, il y avait des camions qui passaient dans les rues pour pulvériser. Le service d'hygiène. Ça c'était dans une autre vie, ça. Et c'était les parents qui étaient toujours bienveillants. Et donc lui, il a vécu ça. L'amour, en plus c'était l'enfant unique de ses parents, donc il a vécu le trop plein d'amour de sa mère, de son père, qui était les deux parents qui ont quitté le village parce que qui s'aimait et qui vraiment dans l'amour. Le monsieur n'avait pas de champ, n'avait pas de propriété, tout ça. Et donc bref, ils se sont enfuis, ils sont arrivés en ville, ils ont construit leur vie, voilà, dans la boue de Potopoto, on va dire ça comme ça. Ils ont réussi à construire cette vie-là. Et ce monsieur, donc le monsieur, il est né dans ce contexte-là d'amour, de bienveillance et de voilà. Et malheureusement, ce rêve-là, préado, sera brisé très tôt, par le fait que son père est tué par un béret rouge, pour avoir simplement dessiné quelque chose qui était interdit par le pouvoir, la moustache. Parce que personne dans ce pays-là ne lui devait autre que le chef suprême et ses acolytes dans le parti. Voilà. Donc la moustache c'était vraiment l'élément, le symbole du pouvoir. Et lui, il a osé, donc le père de Fabius Mortimer Barthusa, il a osé peindre une femme, une soubrette, une camérière, comme on dit, une femme de chambre, avec une moustache. Alors là, c'était ce qu'il ne fallait pas faire. Et le chef de quartier qui était au service du parti, comme on en voit dans nos pays, même à Brazza, tout ça, qui sont même parfois plus zélés que le président, plus zélés que les gens qui ont le pouvoir. Et lui, j'ai dit, non, mais il faut que tu me casses ça, parce que sinon ça va chier. Comme on dit, est-ce que j'ai bien dit et le peintre qui dit, bah non, c'est une œuvre. C'est rien, c'est une œuvre d'art. Et voilà, donc le monsieur, il va, donc le maire du quartier, il va envoyer un militaire, un béret rouge, qui dit, ah bon voilà, ça va mal se passer, et voilà, le père il est mort. Et donc c'est à partir de ce moment-là que Fabius Mortimer sort de lui, c'est-à-dire qu'il devient en fait l'adolescent qu'il n'a jamais été, c'est-à-dire qu'en prise avec la violence, et donc c'est à ce moment-là qu'il entre dans la guerre comme on entre dans un bus, dans un métro, parce qu'après survient la guerre. À ce moment-là, lui, tout ce qu'il a envie de faire, c'est juste venger
Son père. Son père. Retrouver le béret rouge qui a ce qu'il fera finalement. Ben, il ne trouvera pas le monsieur. Sauf que lui, chaque individu qu'il verra sur son chemin, en tout cas les hommes qu'il a tués, pour lui c'était pas lui. Je crois que c'est lui. Et en fait, il a bousillé les gens avec l'idée que c'était de son père. Voilà, non, c'était de l'assassin de son père. Voilà un petit peu le tourment dans lequel ce personnage-là a vécu à Brazzaville. Et le voilà qui revient, et le voilà qui quand même qui essaie de se, voilà, qui s'échappe et tout ça, et qui essaie de mener une vie. Et malheureusement, comme on dit chez nous, les morts ne meurent pas. Voilà. Et donc, ce sont ces morts-là. J'ai l'impression que ce que Guy Alexandre est en train de dire te parle. Les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le sang qui... Voilà, donc ouais, et ça me parle beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup d'adolescents, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescentes aussi qui se sont embarqués dans des histoires assez compliquées pendant la guerre, des adolescents qui étaient assez... Pour les mauvaises raisons. Qui étaient assez joviales, qui étaient assez sympas et qui pendant la guerre sont retrouvés embarqués. Effectivement, comme prendre un bus dans la guerre, quand on rentre, comme la violence t'habite, te prend, te fait corps avec toi et à un moment, tu sais pas... la seule chose qui reste, c'est la survie. Et la survie, c'est quoi? C'est, si tu tues pas, on te tue. Donc la violence devient permanente. Oui, ça devient un cercle vicieux. Un cercle vicieux. Voilà. Et Alvi, je donne encore... Pour faire vivre aux téléspectateurs, choisis-nous un extrait. Moi, j'ai pris un extrait par rapport, un peu comme ça, j'espère que tu m'en voudrais pas. Je n'en ai pas pris au début. Voilà. Tu sais, ce qui m'aurait fait grand plaisir au moment où je nous parle, déguster mon rhum jusqu'au fond de la bouteille. M'abandonner tout entier à l'ivresse qu'il procure, espèce de va-et-vient entre délire et raison au milieu des oies sauvages et des algues fleurissantes. M'allonger là jusqu'à demain matin, boulevardé sur les Champs-Élysées avec l'allure d'un type qui gère des dossiers importantissimes. Mais je ne peux pas. Je dois sonder le silence. Chacun de mes silences. Puis tâter mon cœur. Puis vérifier qu'il bat comme il faut. Ensuite, regarder autour de moi et derrière moi. Demain n'est plus loin. Pourrez-vous me dire pourquoi vous me dévisagez depuis 5 jours et 5 nuits? Gros silence. J'espère qu'il ne me prend pas pour le bouffon du jardin. Il ne m'a peut-être pas entendu. Je vais élever la voix, moduler le ton, me mettre debout. Hé, mon frère, qu'est-ce qui te prend à me guigner comme ça? Dis-moi un peu. Merci Alvi. C'est un extrait donc de ce très bon roman Confession d'une sardine sans tête. Une sardine sans tête, pour ceux qui sont dans la réalité congolaise, ils comprennent tout à fait ce que cette expression veut dire. Guy Alexandre, je te laisse la primeur. Ceux qui sont congolais, je pense que les sardines sans tête, évidemment, autrefois, on avait, même aujourd'hui, je crois qu'il y a encore des sardines. Les boîtes de sardines made in Morocco. Elles sont éternelles, les boîtes de sardines. Et donc, autrefois, il y avait ces sardines sans tête, on ne savait pas d'où ça venait et tout ça. Des fois, on disait que ça venait de Maroc, des fois, ça venait. Donc, c'était écrit Maroc, Espagne, tout ça. Bref, c'est qu'après, on a voilà, enfin, le langage courant, en tout cas, sorte de français comme ça, parlé quotidien dans le quartier, où les sardines sans tête, c'était quelqu'un qui était un peu fêlé, qui avait perdu la tête, quoi, quelqu'un qui était, qui n'était pas poli, qui répondait aux grands, enfin aux grandes personnes, voilà, enfin les voyous, on va dire ça comme ça. Mais est-ce qu'il y a un extrait dans le livre où, pour la première fois, quand qualifie Fabius de Ftarlune ta tête, c'est sa tante, là, une copine à sa mère, qui lui dit: toi, tu as des yeux qui ressemblent à une sardine sans tête. Et je me suis posé la question, comment les yeux sont sur la tête? Elle n'a pas vu la tête, mais elle arrive quand même à se dire que les yeux de ce jeune garçon
ressemble à une sardine sautée. Ouais. Mais c'est aussi tout le, enfin je veux dire que Oui, c'est aussi toute la beauté, toute la beauté, enfin tout le oui, oui, j'aime les mots. Et moi, comme on dit, l'histoire, franchement, les histoires en tant qu'écrivain ne m'intéressent pas beaucoup parce que tout le monde peut écrire une histoire. Voilà, tout le monde peut écrire en fait. Écrire un roman ou écrire un texte, hein, c'est pas tellement quelque chose comme on nous disait autrefois quand on était à l'école primaire. Ah, c'était la poésie, c'était machin. Tout le monde peut écrire, mais ce qui fait la différence, c'est comment on écrit une histoire. Et ce qui me porte par-dessus tout, c'est comment j'arrive à agencier les mots, les images, à jouer sur les mots. Quand je dis une sardine sans tête, mais qui a des yeux, vous voyez, forcément ça renvoie sur, c'est une complexité comme ça. Sauf que, évidemment, pour elle, la femme, elle connaissait déjà la sardine sans tête. Voilà, le type, l'expression, voilà, sardine sans tête. L'expression. Et ça fait que pour la personne qui ne connaît pas, parce que comment une sardine sans tête peut avoir des yeux. Mais c'est un petit peu ça qui crée, voilà, enfin bref. Donc, voilà. On marque une petite pause, Guy Alexandre et Alvi, hein, pour nous projeter à faire un retour dans le passé. Il y a quelques jours, le 18 février dernier, au musée d'Aper, c'est à Paris, l'écrivain congolais Emmanuel Dongala était de passage donc pour parler de son tout dernier roman, Sonate à Bridge Tower, paru aux éditions Actes Sud. Et nous étions ce soir-là au musée d'Aper et je vous convie donc à suivre un reportage consacré à cette rencontre entre l'écrivain et son public. Après Photo de groupe au bord du fleuve, le romancier congolais, auteur du best-seller Johnny Chaméchon, Emmanuel Dongala signe son retour avec un nouvel opus historique, magistral et passionnant qui s'intitule La Sonate à Bridge Tower, le tout sur fond de musique classique. Le romancier nous plonge dans l'histoire de George Bridgetower, un jeune prodige et violoniste noir, débarqué à Paris quelques jours avant la prise de la Bastille et à qui Beethoven songea à dédier une sonate. Georges a séduit l'Europe entière, mais au fil du temps, il a fini par tomber dans l'oubli. Ça a été vraiment un très beau moment. Le fait qu'il soit congolais et évidemment nous rend fiers. Et le fait qu'il puisse, dans son livre, faire la passerelle avec tout ce qui existe dans le monde noir à travers ce livre et cette sonate qui est aujourd'hui une œuvre célèbre est justement formidable. Et c'était très beau. Moi, j'ai beaucoup aimé cette rencontre. C'est comme l'histoire du chevalier de Saint-Georges, c'est une histoire assez extraordinaire. Alors là où je la trouve encore plus extraordinaire, c'est dans le sens du métissage de Georges qui est né d'un père noir avec une femme blanche et non pas, comme ça se faisait à l'époque, d'un homme blanc vers une femme noire. Et pour moi, cette différence, ce petit hiatus est assez touchant. Déjà travaillé autour d'un autre opus de M. Dongala, Jazz Eventime. Je suis très friand de la qualité avec laquelle l'auteur nous donne à aimer son écriture et à découvrir son univers. Voilà. J'ai eu à chroniquer 2-3 de ses livres, notamment Jazz Eventime, Johnny Chaméchon et Photo de groupe autour du fleuve, qui reste mon préféré parce que c'est un livre vraiment un hommage aux femmes, dont il a très bien parlé tout à l'heure. Et il reste fidèle dans sa démarche, qui est de toute façon très intimiste et très également porté vers l'humain. Et c'est un écrivain qui écrit avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'introspection et on prend toujours plaisir à lire. Pas dû faire ça, je ne pas écrire Oui. lors de cette rencontre. Donc, il fallait absolument que j'achète le livre. Pour les Noirs de France que nous sommes, en même temps les Congolais, c'est bon pour nous, même pour nous qui avons des enfants aujourd'hui, d'avoir ce type d'exemple des Noirs qui ont été l'élite ici en Europe, en France. Et c'est des exemples comme ça dont nous on a besoin, mais également dans nos enfants qui sont nés ici, qui vont pour la plupart d'entre eux se développer ici, ont besoin. Et également pour l'Afrique, également, il est bon chez nous au Congo et en Afrique de savoir qu'on a des écrivains de talent comme ça, qui sortent du cadre africain et qui peuvent être lus par des Anglais, par des Américains, parce que cette histoire parle à tout le monde.
aussi bien aux Congolais qu'aux gens qui sont en Europe, en Amérique, partout. Alors, vraiment, je suis très content d'être venu et très content de cet ouvrage que je vais lire très vite, c'est sûr. Et puis je lui souhaite une longue vie encore, puisqu'il a quand même déjà 75 ans, et j'espère que son prochain livre sortira plus rapidement, comme il l'a dit lui-même. Voilà. Aujourd'hui, votre public vous a réservé un accueil chaleureux. Ils ont encore répondu présent à la présentation de votre nouvel opus. Quelle est votre satisfaction après la sortie de ce livre aujourd'hui? Ma satisfaction, c'est que les gens continuent à me lire et je n'écris pas sous pression. Je choisis les sujets qui m'intéressent et j'écris. Et quand ça rencontre un public comme aujourd'hui, vraiment, pour un écrivain, il n'y a rien de mieux. Là, j'étais très content, très satisfait. Comment situez-vous ce nouvel opus dans le cadre de votre production littéraire? Écoutez, j'ai décidé de sortir un peu de l'Afrique pour respirer. Parce que si vous avez vu mes romans précédents, vous avez vu que j'ai écrit des romans contre le parti unique, contre la dictature, pour la liberté des femmes. J'ai évoqué les enfants soldats, la Johnny Méchant, la pauvreté, vous voyez. Donc j'ai fait le tour de ces questions africaines, congolaises, et je me suis dit, Emmanuel, respire un peu, passe à autre chose. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Dangala. Je vous remercie. Et on attend votre prochain opus très rapidement. Merci. Merci. Vous êtes toujours sur Diana TV, c'est l'espace des cultures. Rendez-vous. Et Rendez-vous reçoit aujourd'hui Guy Alexandre Sunda, l'auteur de Confession d'une sardine sans tête, et Alvi Bitemo, qui est musicienne, chanteuse et comédienne, qui rentre de tournée antillaise 2 semaines avec le spectacle Erzuli Daoumé, déesse de l'amour. Et Alvi, maintenant que tu es de retour à Paris, est-ce qu'avec Erzuli c'est fini, ou bien il y a d'autres dates, ou bien tu es sur un autre projet? Alors, Erzuli Daoumé n'est pas fini, parce que pour un spectacle de théâtre, c'est jamais fini. D'ailleurs, un spectacle reste. Et parfois les acteurs changent, parfois le metteur en scène peut changer, mais les écrits restent. Donc c'est pas fini. Et pour l'instant, les dates, en tout cas avec cette équipe-là, il y aura encore d'autres dates. Ils ne sont pas encore confirmées. Je préfère ne pas me lancer là-dessus parce que les dates ne sont pas encore bien calées. Alors moi, je suis en résidence en ce moment au Théâtre de Chaillot pour préparer une lecture mise en espace de Denis Guénoun qui sera présentée au musée Panthéon le 24 mars. Voilà. Et c'est sur un projet qui s'appelle Soulever la politique. Et je pense qu'on en a besoin en ce moment. La politique, on en a partout, un parc politique. Mais j'aurais compris quand tu as fait quelques reproches du genre que tu communiques pas assez, que tu passes sous les tables. Là, je suis surpris que tu as accepté mon invitation. Qu'est-ce qui t'a motivé? Alors, les gens qui... Bon, mais de toute façon, on ne peut pas satisfaire tout le monde, de toute façon. Et aujourd'hui, on a des outils comme Internet, comme les réseaux sociaux, pour pouvoir communiquer des trucs. Après, il faut qu'on se dise quand même des choses dans le sens où il y a des gens qui savent faire ce métier-là, de la communication, et il y a des gens qui sont artistes, ils sont artistes. Alors, moi, je suis artiste. Je suis chanteuse, je suis comédienne, il m'arrive de faire de la musique pour un spectacle de théâtre, pour un conte, pour une lecture, créer des musiques. Oui, ça, c'est mon travail. Alors, si on m'appelle pour aller faire un concert et que j'accepte d'aller faire un concert et que je ne suis pas venue, que je n'étais pas là, ah oui, j'ai pas fait mon travail. Voilà, je ne l'ai pas fait. Alors, le travail de la communication n'est pas vraiment mon travail. Donc, j'essaie de faire. Alors, je demande. Hein, pour l'instant, j'ai quelqu'un qui travaille pour moi, mais pas dans la communication. Parce que ça, par exemple, on m'a fait des reproches sur Facebook. Alors, qu'est-ce que fait son agent? Un agent n'est pas un attaché de presse. Un agent, c'est quelqu'un qui te cherche des contrats, qui négocie des contrats, qui te fait travailler, ou encore tu trouves un contrat et c'est elle qui négocie la somme, le cachet, et qui fait des déclarations, qui fait une fiche de paye. Elle n'est pas embauchée, elle ne travaille pas avec moi pour faire de la communication. Donc, je demande aujourd'hui, par rapport aux critiques que j'ai entendues, qui veut travailler avec moi pour la communication? Pour l'instant, je n'ai pas de budget encore. Ça veut dire que la personne qui sera intéressée par ton offre va travailler pendant un moment gratuitement.
Peut-être. Ou encore, on travaillerait du genre, ben, par rapport à tel travail, des pourcentages. Par exemple, avec mon agent, on fait des pourcentages. Elle négocie un cachet, elle a son pourcentage dedans. Je n'ai même pas besoin de le payer, puisque moi, je me fais payer presque par elle. Donc, elle fait vous, tu cherches, et puis on sait que par rapport à telle somme, par rapport à tel projet, voilà mon pourcentage. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je veux bien quelqu'un qui peut faire de la com pour moi, parce que moi, je sais vraiment pas le faire. C'est pas mon travail. Ce que tu sais bien faire, c'est jouer de la comédie. Je sais faire de la comédie, je suis chanteuse, je compose les chansons, jouer de la basse. Et qu'en est-il de Mini Wenze, de l'AMCA? Alors, Mini Wenze est encore là et tout, on continue à travailler, on continue à trouver à chercher voilà, des marchés. Et il n'y a pas longtemps, on était à Bruxelles, aux Beaux-Arts. On a été invité par Freddy Massamba, qui avait une carte blanche pour le festival Afropolitain. Alors c'était super parce que c'était de belles rencontres et tout ça. On a fait le show, comme on dit. Et donc là, bah, on continue à chercher, on continue à chercher des dates. Voilà. Après, il y a des projets et tout ça. Il y a un projet d'un album solo qui était entre-temps. Est-ce que c'est encore d'actualité? Alors, le projet de l'album solo est toujours d'actualité parce que moi, en ce moment, je n'aime pas me bloquer du genre si tes musiciens ne sont pas là, tu peux pas jouer, ça tu peux pas jouer, parce que de toute façon, ici on sait que tout le monde court quand même derrière les heures en tant qu'intermittent de spectacle. On ne peut pas bloquer les gens pour faire du genre voilà, toi tu restes avec moi éternellement, c'est pas possible. Donc du coup, moi je me suis arrangée à me retrouver avec plusieurs formations. Alors j'ai une formation où je suis toute seule, donc guitare basse avec des pédales et des percussions. Alors pour ça, j'ai pas d'album. C'est pourquoi j'étais rentrée au studio pour faire un disque quand même, parce que souvent je fais un concert et puis les gens font mais acheter l'album par rapport au titre qui vient de passer. Ah oui, j'ai pas encore fait. Donc, et là, ça se porte un peu préjudice. Oui, et donc je suis au studio en ce moment, j'ai fait un premier travail, j'ai fait les écoutes, et voilà, moi je me critique beaucoup, donc je suis souvent pas satisfaite. Et ce que j'ai fait, j'ai pas encore fini, c'est pas encore abouti, c'est pas encore fini, faut attendre encore un peu. Faut attendre encore un peu, et après on continue à faire des concerts, on a un autre... J'ai un autre où on est trois, un trio, où il y a un pianiste qui est Christian Yamuna, que beaucoup de Congolais connaissent, avec un joueur de balalaïka qui est russe, Dima, et moi, donc la guitare basse et la chanson, et la basse est plutôt forme, plutôt afro-jazz, c'est un peu plus dans le jazz. C'est un véritable voyage, on mélange les sonorités les sonorités slaves. Oui, parce que moi je pense que j'ai un grand souci avec rentrer dans les moules. Et, quand on me demande à Vivitemo, vous faites quoi? Vous faites quelle musique? Je ne veux pas qu'on me mette dans une boîte, disons, du jazz, disons, du funk, disons, de la soul. Non, je ne fais pas de la soul, je ne fais pas que ça. Je fais tout, je fais ce qui vient. Et je prends par exemple du balka qui vient de chez moi et je vais mélanger avec de la soul. Je prends du walla et je vais mélanger avec du hip-hop. J'aime des mélanges. Alors si je mélange du walla avec du hip-hop, comment on va appeler ça? Un droit. T'es quelqu'un du monde. Moi je suis musulman du monde. Là aussi c'est... Les gens me posent la question, pourquoi d'un coup tu atterris avec un joueur de balalaïka qui vient de la Russie, il ne comprend pas ce que tu dis. Mais la musique, c'est pas forcément comprendre ce que je dis, c'est sentir la chose et partager. Il peut être russe ou roumain ou je sais pas, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est la personne qui m'intéresse, c'est comment on arrive à rentrer ensemble, de lui qui vient de la Russie et de moi qui viens du Congo, et de moi qui chante en lingala, ou en lari, ou en dondo, ou en joeli, ou en bambara, on s'en fiche. C'est comment on passe, c'est le feeling, où est-ce qu'on le trouve ensemble. Et donc voilà, et je continue à bosser et tout. Mais l'album, donc on attendra. On va encore attendre un peu. Guy Alexandre, revenons sur les confessions d'une sardine sans tête. Ce que j'ai trouvé de nouveau, c'est la manière dont est construite l'histoire. Ça commence par un écouteur, quelqu'un qui travaille pour un centre qui reçoit les immigrés. Et au début, c'est Fabius qui est arrêté parce qu'il s'est retrouvé sur, on ne sait pas comment, sur la statue de Henri IV. Et on l'amène. Et le personnage fascine l'écouteur. Et tout au long de l'histoire, on se rend compte qu'il y a un moment où Fabius ne parle pas directement à l'écouteur, mais parle à sa poupée.
Donc tout s'est imbriqué, il y a... Ouais, en fait, je sais pas, c'est toujours difficile de parler de son propre travail. Voilà. Parce qu'en fait, c'est comme elle disait, je suis musicien, je suis écrivain, j'écris une histoire. Forcément, je vais pas broder un discours derrière. Parce que à la fois, c'est pas évident. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est quand même un personnage qui a plusieurs couches de communication. C'est-à-dire que le monsieur, à la base, il a perdu sa parole. Voilà, ça c'est une première couche de communication. Il a perdu sa parole, donc c'est quelqu'un qui signe, en fait. Et là, on le retrouve un beau matin, un matin de 18h, parce que à 8h du matin, sur la statue de le cheval Henri IV, et c'est interdit, il ne faut pas faire ça. Vous voyez. Donc c'est que lui, il avait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a passé toute une nuit. Parce qu'il s'est dit, demain c'est mon anniversaire. Je veux le passer. Donc deuxième couche de communication, donc demain c'est son anniversaire, il est né un certain jeudi à 8h moins 10, et là il s'est dit, demain si cette nuit je dors, il risque de m'arriver quelque chose. Vous voyez. Donc je ne ferme pas l'œil. Et donc il traverse Paris entre 18h et 8h du matin. Et donc, il arrive là, et il se dit, c'est là que ça va se passer, que je vais fêter mon anniversaire. Recélébrer, mais ça fait 30 ans qu'il célèbre la même chose. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il se met à chanter, à faire des enfin, à hurler de ce qu'il-là. Et donc là, il se fait alpaguer, il se fait arrêter, on l'emmène dans ce centre-là. On va dire comme ça, parce qu'il était bourré, il était machin. Bon. Donc, et il tombe sur ce jeune homme qui l'écoute. C'est un centre d'écoute. Voilà, la notion de l'écoute, en fait, là, je l'ai plus ressenti depuis que je vis en Occident. C'est-à-dire que quand je vivais autrefois au Congo, il n'y a pas besoin de se confier. De se confier à quelqu'un. Oui. C'est-à-dire que ton problème, ce que je dis toujours, ton problème c'est mon problème, ton pied c'est mon pied. Tous les amis sont concernés. Voilà quoi. Comme on dit, même à la limite, c'est prête-moi ton deuil pour que j'aille pleurer chez moi. C'est un petit peu ça. Oui. Parce qu'à l'époque, on voyait des pleureuses qui venaient pleurer à la morgue pour des gens qui ne connaissaient pas. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a ça. Ici, c'est chacun pour soi. Donc, le jeune homme qui l'écoute, il se retrouve devant une solitude, mais vraiment énorme. Et ce que ça lui renvoie à sa propre solitude, parce que le jeune homme, il est diplômé, il est bien blanc, bien français, bien dans sa peau, fils de bourgeois, tout ce que tu veux. Il a eu ce poste-là, qui est très bien payé, sauf que le monsieur, il n'a pas de copine, il n'a rien du tout. C'est juste métro, maison, comme il a dit. Donc il se retrouve devant une solitude énorme. À ce moment-là, et chance, lui aussi, il comprend le langage des signes. Et à ce moment-là, qui se met à écouter, il écoute. Mais pour écouter, le problème c'est que on ne signe pas de la même manière, c'est comme l'humour, on ne rit pas des mêmes choses. Donc forcément, lui, il va continuer. Donc l'histoire de Fabius Mortimer Bartosa, celle qu'elle raconte, celle qu'il raconte lui, elle est continuée. Elle est augmentée par l'écouteur. Parce que l'écouteur, il transcrit. Il transcrit. Mais il est transcrit en fonction de ses propres. C'est pour ça que peut-être au niveau des phrases. Les phrases, c'est pas le même. C'est pas le même style. Si Fabius avait parlé lui-même, peut-être que ça aurait une autre machin. Mais sauf que c'est lui qui parle, enfin plutôt c'est lui qui s'y. Donc il a augmenté la parole. Comme pour dire aussi quelque part, c'est que jamais on ne pourrait parler assez, et jamais on ne pourrait communiquer assez pour rebondir. Voilà, on a toujours besoin de quelqu'un pour continuer notre parole. Et donc c'est un petit peu l'histoire de Fabius Mortimer Bartosa. Donc c'est grâce à ce jeune homme-là qui a vu en sa solitude, sa propre solitude, qui s'est dit, tiens, ce mec-là, je vais l'aider à parler. Parce que c'est tellement touchant ce qu'il dit. On n'a jamais vu un mec assis sur un cheval. C'est un petit peu. Mais malgré cet état de solitude partagé entre les deux personnages, il y a le personnage central et l'écouteur. Mais l'écouteur ne croit pas trop en l'histoire. Il le met sur le compte de l'ivresse ou des délires. Mais il est bouleversé. Il est bouleversé parce que ce n'est pas dans ses canons. Parce qu'il dit, mais c'est pas possible, ce mec, ce qu'il raconte. Il ne peut pas avoir zigouillé une soixantaine de personnes. Non, je vais juste mettre une parenthèse. C'est-à-dire que
ce que je disais à votre collègue, oui. C'est-à-dire que j'ai travaillé en Italie. En Italie, j'ai travaillé, comme on dit, dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la première fois que je suis allé dans le sud de l'Italie, à 1 heure de Naples, donc, je ne sais pas, je te l'avais raconté. Non, mais tu vas me la raconter. Je travaillais dans un lycée, dans un atelier de théâtre. Et quand on me voyait donc, à côté de chez moi, donc j'habitais peut-être à 200 mètres du lycée, et donc tous les jours je traversais la rue, on me voyait avec mon manteau, mon chapeau, tout ça. Bon. Et donc, il y avait à côté sur les trottoirs des Sénégalais qui vendaient leur machin, tout ça. Bon. Bref, c'était que les Italiens, les petits jeunes, eux, moi il me plaît, je suis dit, mais c'est américain, donc, c'est-à-dire que mais tu es américain. Je dis, je suis africain, mais non. Non, mais regarde, les Africains sont là. Mais reviens, c'est le même. Je dis, mais non. Parce qu'un Africain, il ne peut pas être comme toi. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, donc, c'est bouleversé complètement dans le schéma à travers lequel ils se reproduisent, même les gens tu vois, se tiennent dans la vie. Eh bien, ces schémas-là, il ne faut pas que ça soit bouleversé. Pour ces jeunes Italiens, un Africain forcément doit vendre dans la rue. Par là. Voilà. Donc quand ils voient quelqu'un qui vient là, qui va enseigner au lycée, qui vient avec un ordinateur, c'est pas possible, tu es un noir américain. Et alors, quelques temps après, plusieurs années après, je suis allé travailler dans le nord de l'Italie où j'ai travaillé, j'ai fait mon festival. Et là-bas, j'ai eu la chance d'enseigner le français. Et sauf que c'est la première fois dans cette région-là qu'on voyait un noir enseigner le français. Donc, ils m'ont appelé quoi? Ils m'ont dit, oui, mais toi, tu es un noir de France. J'ai dit, mais non, je viens de Brazzaville. Parce que ce n'était pas possible pour eux. Parce que les élèves, ils se disaient, mais, parce que si, pour eux, quelqu'un qui leur enseigne le français, il ne faut pas être le mec qui nous voit dans la rue. Qui vend du maïs. Non, c'est pas possible. Pour eux, forcément, tu es un noir de France. Et donc, l'écouteur s'est retrouvé dans... Exactement. Donc, pour eux, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il ne peut pas me raconter ma propre histoire. Parce que c'est sa propre solitude qui lui raconte. C'est pour ça qu'il est bouleversé. Et c'est pour ça même qu'il est dit, mais tiens, quand même. Il écoute et il est tellement touché, mais ça arrive rarement dans la vie, ce genre de choses. Qu'il y ait une vraie communion avec des gens, tu sais, une vraie amitié, quelque chose comme ça. Que même, tu vois, une vraie fusion. Donc, entre l'écouteur et le monsieur, et voilà, c'est une vraie histoire d'amour. À tel point qu'il a même à un moment négligé les autres dossiers, parce que le dossier de Mortimer... Voilà, exactement. Donc, en tout cas, symboliquement, voilà, il y en a toujours besoin de... Mais qu'est-ce qu'on deviendrait sans l'autre, en fait? Voilà, c'est ça que ça veut dire. L'autre est toujours important, on ne peut pas vivre seul. Voilà. On ouvre une parenthèse, Guy Alexandre, qu'en est-il du festival? Quel festival? Celui dont tu viens de parler. Mais je viens de le dire, oui, le festival, vu d'ici loin d'ailleurs. En tout cas, c'était une belle expérience. J'ai commencé là-bas. Et tous mes copains sont venus. Hein. Il y avait que toi qui étais pas venu. Oui, ben, je n'ai pas été invité. Tu l'avais pas invité. Sinon, c'est revenu. Oh, mais vite, je viens, moi. Tous les parigots, les Africains, tous mes copains sont venus en tout cas. C'était une très belle expérience. Et puis après, c'est comme toujours on va dire, quand tu vas commencer quelque chose quelque part de nouveau, c'est pas évident. Après, tu rames. Mais en fait, il s'est passé une chose, c'est que moi, je trouve que j'avais aussi des obligations à Paris. Et puis aussi des problèmes d'ordre financier, parce qu'il faut trouver toujours des financements, et c'est pas évident, parce que c'est un festival qui avait à peu près un budget entre 30 000 et 60 000 euros. Il fallait tout payer, il fallait machin, et c'était pas évident de trouver ça en l'espace d'une année. Et donc, du coup, à un moment, au bout de 3 ans de festival, les choses ont changé, ça a été un petit peu plus difficile de trouver de l'argent. Et puis finalement, moi je suis parti en tournée, je suis revenu, donc en tout cas j'ai un peu fermé le festival, mais je vais le reprendre là. Ok. Donc on sera bien informé. Dans ce cas-là, il faudrait bien communiquer. Oui, mais ça c'est... Mais de toute façon, on ne peut pas tout faire quand c'est pas possible. Oui, effectivement, on ne peut pas tout faire, mais il y a quand même un petit travail, de relais. Mais ça, on le fait toujours. Il y a 2 ou 3 personnes, une source, cibles qui peuvent transmettre l'information à votre place. Oui. Non, en tout cas, j'ai décidé que là, d'ailleurs, par rapport, pour parler un petit peu de mon actualité, donc je vais y aller là au mois de mars. Au mois de mars,
Pour la semaine de la francophonie. Voilà, pour le semaine de la francophonie, invité par la langue française de la vallée d'Aoste. Je suis résident là-bas, en fait. Donc, je vais y aller. Ça sera l'occasion, en tout cas, de remettre en scène quelques projets, en tout cas, entre autres, le festival. Voilà. Est-ce qu'Alvi, toi, à l'occasion de la semaine de la francophonie, tu as une activité prévue? Tu vas rester à la maison, tu vas lire, tu n'as pas de lecture? J'aimerais bien faire quelque chose, mais en tout cas, je pense que c'est pas que je vais flâner chez moi à la maison en train de lire un bouquin, mais je suis quand même en résidence encore, parce qu'après Soulever la politique va devenir un vrai spectacle avec d'autres comédiens. Il faut préparer la tournée pour Genève, Saint-Brieuc, et un peu grand. Je voulais juste revenir sur quelque chose qu'il a dit à propos de là où il a vécu par rapport au statut qu'on peut donner aux Noirs. Ouais, ça colle à la peau. Ça colle vraiment à la peau, ça. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'avais de l'ox jusqu'aux épaules. Et j'en ai coupé parce que je me suis fait contrôler plusieurs fois dans le RER pour avoir délit des faciès, où on pensait que je fumais des trucs et tout ça, alors que je fume même pas la cigarette. Et après avoir fait par exemple des castings où on te disait mademoiselle, votre tête n'est pas malléable, alors je comprenais pas pourquoi, du coup coupé. Et la chose qui m'a beaucoup encore marqué, qui m'a marqué par rapport au fait que je sois noire et que je fasse des choses où les gens ne s'attendent pas, c'est dans Erzulie Dahomey, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, quand on arrive dans les Antilles, les réactions ne sont pas les mêmes, c'est pas au même niveau. Alors, au Théâtre 13, la différence que j'ai eue avec le public, parce qu'après on discute avec le public à la fin, c'est qu'une dame est venue me voir pour me dire, c'est quand même pas logique, une maman africaine, on arrive chez elle au village, et elle joue la basse électrique. Ce n'est pas possible. Pourquoi elle ne joue pas la kora? Pourquoi elle ne joue pas la sansa? Pourquoi elle ne joue pas des maracas? C'est ça, oui, justement. Ouais. Et ça, c'est chaud quand même de voir que, parce que l'africaine ne peut pas jouer une basse. Ils sont restés dans le cliché. Alors, ils sont restés dans les clichés. Et ça, c'est... Ce que je pourrais dire, ce n'est pas tellement le cliché. C'est-à-dire que c'est la zone de confort qui me permet, moi, de t'identifier, d'être à l'aise avec toi. Et dès que tu sors de cette zone de confort, je suis perturbé. Alors à ce moment-là, je suis un petit peu perturbé. Il faut qu'on fasse un compromis à ce moment-là. Mais le compromis, il n'est pas toujours évident. Non, il n'est pas évident. C'est un petit peu ça. Mais c'est humain, c'est compréhensible. Cette spectatrice ne s'est pas mis dans la tête que c'est un spectacle. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Même si on peut trouver au fin fond de l'Afrique des mamans en train de jouer le basse. Ah oui, mais regardez, aujourd'hui, il y a plein d'images maintenant sur Internet. Vous voyez une maman congolaise au fond là-bas, quinoise, qui te tape une guitare, mais comme il n'y en a pas. Mais par exemple, ça n'a pas posé un problème dans les Antilles. Personne n'a posé la question pourquoi une maman africaine comme ça, avec son pagne et tout, et qui joue la basse électrique avec son ampli. Ça n'a pas été posé, ça. Mais ici, en France, ça a été posé, ça a été identifié. Et c'est pas une personne, mais plusieurs personnes qui ont identifié ça. Et ça, c'est assez difficile, parce que c'est comme on voit dans les auditions. Moi, j'en fais tout le temps, parce que en tant qu'intermittent de spectacle, si je dois vivre de ça, il faut tous les jours audition. C'est que tu arrives des fois, pour nous autres qui sommes abonnés dans des sites, des castings, tu arrives, tu as bien lu l'annonce, qu'on cherchait juste une comédienne qui peut chanter, qui peut danser, qui peut jouer un instrument, et que tu te présentes et on te dit, pourquoi vous êtes là? Mais c'est pour l'audition. Ah oui, mais vous êtes noir. Ah ouais, mais on ne donnait pas la couleur. Donc, vous n'avez pas précisé. Vous n'avez pas précisé la couleur. Ou encore, on cherche une comédienne noire, mais forcément, une comédienne noire, elle doit être bien grasse là-dedans, avec des pommettes bien. Une maman africaine. Mais il faut donner des détails, les gars. Une africaine n'est pas forcément grosse. Et une africaine peut aussi avoir une taille de guêpe, une taille de guitare espagnole. Et il y a plein de choses où encore où tu débarques, on dit ah ouais, mais vous êtes africaine, mais vous n'avez pas d'accent. Faites-nous africain, faites-nous l'accent africain. Les accents sont par rapport au concret. Les Sénégalais n'ont pas le même accent et donc là, que les Congolais ou les Gabonais. Dites-moi de parler comme une quinoise, ou dites-moi de parler comme une Congolaise, ou dites-moi de parler comme une Camerounaise, une Sénégalaise, une Malienne. C'est pas pareil, c'est jamais africain. L'Afrique, c'est un continent.
Mais pour beaucoup, c'est un pays. C'est un grand pays. C'est dommage. C'est normal. Ah, c'est pas normal. Non, je dis pas. C'est compréhensible. C'est-à-dire que c'est pas évident de. Déjà, moi, pour partir de mon expérience en tout cas, à l'époque quand j'étais jeune homme, enfin quand j'étais ado, pour moi l'Ouest africain qui avait c'était un Sénégalais du coin, non, c'était un Westaf. J'étais incapable de dire que c'est un Malien, un Sénégalais. Pour moi je m'en foutais, c'était un Westaf combat. C'est-à-dire que là, je savais même pas la langue et tout ça, ils mangeaient du riz et tout ça combat. Il a fallu que plusieurs années que je marche en Afrique de l'Ouest, du Bénin passant par tous les pays de la côte ouest africaine, pour que je reçoive ces gifles-là. Tu vois, c'est qui dit, mais qu'est-ce qu'on est con. Alors j'ai su que aujourd'hui je peux très bien te dire, celui-là, c'est un malinqué. Non, mais pas non, mais je sais maintenant entre différencier les différentes langues. Différencier parce que je les ai entendus, ces gens. Mais vous pensez que les gens de ma génération, de cette époque-là, dans le même quartier, ils savent ce que je connais? Non. Ils restent sur les clichés, c'est un Westaf. Et souvent on dit Sénégalais. Et pourtant, nous sommes au XXIe siècle. Mais vous voyez, c'est un petit peu. Donc je pense que c'est des choses qu'on peut très bien comprendre. Bon, nous allons progressivement vers la fin de notre entretien. Albi, si possible, une dernière lecture avant qu'on se... Oui, il m'a pris de court, hein. Il m'aurait dit, je l'aurais pas pris. Merci. C'est fou ce que tu peux trouver au fond d'une bouteille pour peu. Tu scrutes bien à travers le goulot. Tu veux savoir ce qu'il y a dans la mienne? Un vieil homme barbu, assis sur une motte de terre. Il tient un éventail dans sa main gauche et observe intensement le ciel comme s'il appréhendait quelque chose, un orage ou une pluie d'abeilles. Depuis le mois dernier, il se glisse dans toutes les bouteilles que je bois. Et chaque fois, il porte la même toge en raffia, le même dos voûté, le même air soucieux. Je crois qu'il descend des Bissilondés, l'ethnie de mes parents établie au sud-est du pays. Sur le versant gauche, une montagne couverte de pommiers sauvages, avant l'arrivée des colons portugais. Leurs aïeux étaient réputés pour leur adresse à faire dire aux morts ce qu'ils n'osaient pas dire de leurs vivants, à manger des poissons lézards sans cracher une seule tête, une seule arête. Je le crois parce que les Bissilondés ont le dos voûté et le visage rond comme l'œil d'un tourbillon d'eau. Ah bon? Ces êtres vivants sont de quelle planète? Le poisson qui est juste l'arête centrale. Non, mais l'arête ne sort même pas. Ne sort même pas. Mais ça, c'est les gens de... Tu vois, les pêcheurs, tu vois, la lisière entre beaucoup, tout ça, c'est les muguis, enfin les pêcheurs qui ont cette manie, qui ont l'art de manger la sardine sans recracher les nards. C'est à la fin. Oui, d'accord. Qui crache la botte d'arête. Arrête, oui. Et ça, c'est tout un art. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a une transmission, mais je trouve que c'est ça absolument fabuleux. Cet art-là de manger c'est comme la truite ici. Vous voyez, c'est comme si nous, c'est comme si tu peux manger une truite, chaque fois c'est un petit peu ça. Donc eux, ils ont cette... Lambois nous a dit, comme on dit Lambois nous a dit, des trucs comme ça. Sauf que moi, je l'appelle les Bissilondés. Ouais, Bissilondés. Mais c'est aussi, peut-être que si je peux rajouter une dernière chose, c'est que par rapport c'est-à-dire qu'à l'extrait qu'elle vient de lire, c'est que, voilà, toujours, dans les réminiscences, en tout cas dans les souvenirs, c'est que, moi je me rappelle toujours avoir toujours bu dans une bouteille. Pas de verre. Pas de verre, jamais le verre, je sais ici que même pour passer au verre, il y a eu vraiment des... Parce que toujours, il faut que quelqu'un... Mais ça aussi, quelque part, j'ai voulu en tout cas mettre une certaine réflexion. À l'école, on nous a dit 1 moins 1 égale
Zéro. Zéro, oui. Mais est-ce que c'est vraiment zéro? C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose. Mais c'est zéro, c'est quoi? C'est que finalement, on a oublié, peut-être, c'est à dessein ou peut-être par une, je ne sais pas. Mais c'est une réflexion que moi je pose en tant qu'artiste, on va dire. Pas intellectuel, mais en tant qu'artiste. C'est que, est-ce qu'on nous a défini, est-ce que nous, on nous a expliqué qu'est-ce que c'est que zéro? 1 moins 1, Singeme Katula. Qu'est-ce qui reste? Attaquer. Non, attaquer, c'est juste pas. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Donc, dans la bouteille, même si quand tu as tout vidé, tu as tout fini, il n'y a plus d'alcool, mais il y a ton esprit. Il y a l'autre. C'est un petit peu ça. C'est des. Voilà. J'ai constaté que l'alcool est très présent. Les bars, dans. Oui, mais ça, c'est aussi quelque part, c'est aussi pour. C'est un mauvais clin d'œil que j'ai voulu faire aux gens de, comme je dis, aux gens de mon pays d'origine. Parce qu'à Brazza, ça boit. C'est Bichila qui a ramené son expérience, ce qu'il disait sur Internet, que, oh là, qu'est-ce que ça boit. C'est dommage, même que déjà, à mon époque, ça buvait. Mais là, avec la situation qui s'est dégradée, c'est encore. Donc c'est une façon. Mais c'est pas. Je fais pas. Est-ce que c'est une façon pour Fabius ou pour tous les gens qui sont dans le programme d'oublier pendant un instant? Oui, mais j'aurais peut-être, on aurait dû mettre à la fin, l'alcool est mauvais pour la santé. Mais oui, mais c'est pas vraiment l'apologie de l'alcool que je fais, c'est pour dire combien. Je parle là, les gens marasent, comme on dit. Et tout, l'alcool ne peut pas régler tes problèmes. Et il va t'avaler l'alcool. Et donc, ce que fait aujourd'hui, c'est que, voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, nous, on avait des prétextes pour aller au bar. Et parce que tu avais la veste, il y avait tout ça. Jamais tu vas au bar pour aller boire. Moi, ça ne m'est jamais arrivé que d'aller boire parce que j'ai envie de boire. J'ai toujours, aujourd'hui, on y va pour boire. Pas s'habiller, pas montrer. On y va même en short. Je ne pouvais pas, moi, en tout cas, je parle de mon époque, je ne pouvais pas aller dans un bar avec des braillés. C'est impossible. Vous voyez? Donc il y avait toujours. Aujourd'hui, ça a changé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la bouteille qui a pris le pas. Non, c'est la bouteille qui prie. Et donc, quand je parle de ça, le rhum et tout ça, ça revient toujours. Mais attends, il suffit d'aller à Château-Rouge, à Bogardement, on peut pas aller tomber. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est juste pas l'apologie de l'alcool. Non, je comprends tout à fait. C'est juste peindre une situation et puis vous montrer que ça existe. En tout cas, voilà, c'est juste pour dire que certes, l'histoire, c'est une imagination créative de Guy Alexandre, mais on parle de choses concrètes. Voilà, que l'on voit tous les jours, mais qu'on a arrêté de voir de toute façon. Voilà, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Oui. Tu viens de me dire que tu es en résidence en ce moment, et j'aimerais savoir sur Drôle de vampire. Est-ce que tu y es encore ou bien les dates sont finies? Alors, le spectacle Drôle de vampire, il y a encore des dates. Là, on va commencer à jouer à Paris Plaine, donc à Paris. Le théâtre s'appelle Paris Plaine, du 8 mars jusqu'au 29. Mais moi, je ne pourrais pas, parce que depuis un moment, je me suis fait remplacer parce que je suis partie sur d'autres projets et il faut savoir s'arrêter, il faut savoir dire non, sinon on craque. Donc j'ai une amie qui va continuer à jouer, sachant que cette compagnie-là, cette compagnie travaille souvent avec le théâtre de la ville, qui a un programme pour amener le théâtre dans les écoles. Parce que c'est pas parce qu'on vit à Paris ou on vit en France que tout le monde a l'occasion d'aller au théâtre. Souvent c'est difficile parce que quand on se retrouve dans une famille où on est 5-6, ça devient lourd. Pas évident avec le porte-monnaie pèse parce que ça devient lourd pour amener tout le monde au théâtre. Du coup, le théâtre de la ville a placé cette méthode qui amène le théâtre dans les écoles. Donc, Drôle de vampire a fait 2 ans et demi. A tourné 2 ans et demi. Et donc moi je regrette pas beaucoup d'avoir cédé un peu à une amie. Ça va continuer à jouer pendant le 1 mois là qui va suivre. Et pendant le 1 mois que ça va jouer au mois de mars, moi je serai au théâtre de Chaillot, théâtre national de Chaillot, pour préparer la mise en espace de textes Soulever la politique, qui sont des textes de Rosa Luxembourg, une révolutionnaire allemande, de Jean Jaurès, de André Malraux, de Jean Moulin, qui vont être lus au Panthéon. Donc la résidence est au théâtre de Chaillot, mais qui va être jouée, c'est au Panthéon. qui va être jouée au Panthéon.
Et en même temps, je suis en résidence pour mon stand-up. Alors, tu nous as caché, jusqu'à dernière minute, tu sors le meilleur pour la fin. Alors le stand-up, c'est venu comme ça. Il y a une année où les amis disaient, mais écoute, Alvi écrit, fait quelque chose et tout ça. Donc je me suis mise à l'écriture. Je ne suis pas une auteure, une autrice, comment on dit ? Auteur. Avec heureux. Avec heureux à la fin, avec E-R-E à la fin. Mais comme on dit, tout le monde peut écrire, mais forcément tout le monde n'a pas la plume qu'il faut. Donc j'écris, je fais des improvisations et il y a quelqu'un qui est vraiment, c'est vraiment son métier, qui est réécrit et donc je travaille avec une metteur en scène, Rachel Dufour. On est souvent en résidence à Clermont-Ferrand. Je ne l'ai pas dit parce qu'il y a 3 mois déjà, on répète chaque mois une semaine et tout. Et donc on va commencer à jouer. La première sera le 13 novembre, c'est encore loin. 13 novembre à Paris ou à Clermont? Non, ça sera à Clermont-Ferrand et après on fera une petite tournée. Donc pour l'instant, c'est des résidences. J'espère que Ziana TV sera à Clermont pour cette grande première. Ah ben oui, ça serait super, ça serait super. Et après, bon, il y a d'autres concerts qui arrivent. Les dates ne sont pas encore bien fixes pour le festival à Orléans avec Fine Poitiers, Festi 45. Où je suis, oui, c'est en main. Et là, ça serait Alvi toute seule avec sa basse et les pédales. Donc, ça serait bien que, voilà, que les gens viennent. Donc, pour tous ceux qui disent que je ne sais pas communiquer, je ne sais vraiment pas communiquer. Mais voilà, j'ai une date à Orléans et j'ai une autre date le 11 mai qui arrive. Mais voilà. 11 mai qui coïncide avec l'anniversaire de la disparition de Bob Marley. De Bob Marley. Ah, tu vois, alors là. Comme tu n'as plus de LOX. Ah ben non, mais la chanson reste là. De toute façon, faire du reggae, c'est pas forcément avoir des locks. Non, pas forcément. Il y aura un gain de... Ce sont nous, quoi. Alvi, pour finir, tu as déjà une longue carrière, on peut dire plus de 10 ans déjà, tu vas vers tes 20 ans de carrière. Est-ce que quand tu revois tout ça, quels sont les bons moments, quels sont les moins bons moments, pour ne pas dire les mauvais moments? Alors, ça serait très bizarre pour moi de dire ici les mauvais et les bons mots, parce que ça veut dire citer les spectacles, les metteurs en scène et tout ça. Non, juste un moment inoubliable. Alors moi, les moments les plus émouvants que moi j'ai tout le temps, c'est quand tu finis de jouer, ce que les gens ressentent. Et c'est avoir trouvé son personnage, même si on ne le trouve pas toujours le premier jour. Et le bon moment aussi, pour moi, c'est quand je découvre parce que pour moi, je pense que l'art, en tout cas, après, je ne sais pas comment les autres les définissent ou comment mon grand frère le définit, c'est l'apprentissage de tous les jours. On n'est jamais fini, on apprend toujours. Et donc, les bons moments, pour moi, c'est les rencontres. Encore une nouvelle pièce, une nouvelle personne, un nouveau auteur, une nouvelle équipe, une nouvelle méthode de travailler, c'est un bonheur tous les jours, c'est un bonheur. J'espère que cette rencontre aboutira sur un projet. Du bois. Faut toucher du bois. Ouais. Voilà, merci Guy Alexandre, merci Alvi. Merci beaucoup. Je suis très content de vous recevoir sur ce plateau de rendez-vous et je souhaite bonne chance pour la suite. Bonne continuation pour Confession d'une sardine sans tête. Et j'espère que d'autres, voilà. Puisque tu as mis 3 ans à écrire, là, on va attendre 3 ans. Le sport, maintenant je le connais. Voilà. Donc rendez-vous dans les prochains jours. Il y a Soulevant la politique, et puis il y a le stand-up dans les prochains mois. Et merci à vous également d'avoir suivi ce nouveau numéro de rendez-vous. On se retrouve les prochains jours sur Ziana TV. Merci à toute l'équipe technique.